J'ai l'impression qu'il est important, qu'il faut que je m'en souvienne. Je laisse mon esprit se détendre. C'est une technique que je trouve très utile. Faire de son mieux pour ne penser à rien, tout en réfléchissant très fort, en secret. Rien ne se passe. Petit déjeuner? Je lève les yeux, perplexe face à cette fille étrange aux cheveux roux foncés plantée devant moi. On ne doit pas avoir plus de 5 ans de différence. Les roux, ça porte malheur. Ne dit-on pas qu'il faut les éviter si on s'apprête à prendre la mer? Je crois que je serai bientôt sur la mer, en partance pour Tanger. Ce mauvais présage m'angoisse. Je veux qu'il sorte de ma chambre. D'où venez-vous? Je lui demande, furieuse qu'elle soit entrée sans frapper. Elle ignore ma question. Vous n'avez pas faim aujourd'hui? Dans sa main, une cuillerée de substance grise, dont le nom m'échappe malgré mes efforts. D'un geste impatient, je la repousse et attrape le petit bout de papier posé à côté de mon lit. Jetez-moi ça à la poubelle, lui dis-je. Il y a quelqu'un qui me laisse des mots sans queue ni tête. Je me recouche contre les oreillers et remonte la couverture jusque sous mon menton. C'est l'été, me semble-t-il. Mais dans cette chambre, on se croirait soudain en hiver. Première partie. Tanger, 1956. Chapitre 1. Alice. Le mardi était jour de marché. Pour moi, mais aussi pour toute la ville, les femmes du Rif qui descendaient de la montagne en annonçaient le début, avec leurs paniers et leurs charrettes débordant de fruits et de légumes, chacune flanquée de 2 ânes. En réaction à ce défilé, Tanger s'éveillait. Hommes et femmes affluaient dans les rues, étrangers comme autochtones, désignaient et commandaient des marchandises, discutaillaient, marchandaient, échangeaient leur monnaie contre un peu de ci, un peu de ça. Ces jours-là, le soleil semblait plus éblouissant, plus chaud. Je sentais sa brûlure intense sur ma nuque. Derrière ma fenêtre, en surplomb de la foule qui grossissait à vue d'œil, j'aurais voulu qu'on soit encore lundi. Mais le lundi, je le savais, était toujours un faux espoir, un réconfort illusoire avant le retour fatal du mardi qui me voyait forcée d'affronter son tourbillon chaotique. Forcée d'affronter les femmes du Rif, impressionnantes avec leurs couleurs qui attiraient l'attention, voire se la disputaient, et leur regard critique posé sur ma robe quelconque loin de faire le poids, soudain inquiète à l'idée de payer un prix exorbitant sans m'en rendre compte, de donner la mauvaise pièce, de m'exprimer de travers, de me ridiculiser sous leurs rires moqueurs. Alors, l'erreur que j'avais commise en venant ici me sauterait aux yeux. Le Maroc. Ce nom évoquait des images de vastes néants désertiques, de soleil rouge ardent. La première fois que j'avais entendu John en parler, j'avais toussé dans le verre qu'il venait de me tendre. Nous nous étions retrouvés au Ritz à Piccadilly, et seulement parce que tante Maud avait insisté. Ces allusions appuyées après mon retour de Bennington College m'avaient fait l'effet d'une migraine qui me rattrapait sans cesse. Je n'étais rentrée en Angleterre que depuis quelques mois, et connaissais John depuis moins que ça. Mais j'avais nettement perçu son enthousiasme. Il circulait autour de nous, faisait vibrer l'air estival. Penchée vers lui, désireuse de saisir cette énergie, d'en grappiller un peu pour moi, j'avais laissé l'idée s'installer entre nous. L'Afrique. Le Maroc. Quelques semaines plus tôt, j'aurais regimbé. Une semaine plus tard, j'aurais peut-être seulement ri. Mais ce jour-là, à cet instant précis, les mots de John, ses promesses, ses rêves m'avaient semblé tellement réels, tellement accessibles. Pour la première fois depuis le Vermont, je désirais. Je ne savais pas quoi au juste, je doutais même que ce fût l'homme assis en face de moi, mais je désirais quelque chose malgré tout. J'avais bu une gorgée du cocktail qu'il m'avait commandé et senti l'acidité du champagne, déjà tiède et éventé, sur ma langue, jusque dans mon ventre. Avant de changer d'avis, j'avais tendu le bras et pris sa main entre mes doigts. Car, même si John McAllister était loin de correspondre à l'homme dont j'avais pu rêver à une époque, il était bruyant, mondain, effronté et souvent déraisonnable, je m'étais réjouie de l'opportunité qu'il représentait. Pouvoir oublier, laisser le passé derrière moi. Ne plus penser à chaque seconde à ce qui était arrivé dans les montagnes vertes du Vermont au cœur de l'hiver. Cela faisait plus d'1 an à présent, mais la brume autour persistait. Je semblais incapable de me sortir de ce labyrinthe. C'est mieux ainsi, avait dit ma tante plus tard, lorsque j'avais mentionné cette patine nébuleuse qu'avaient prise mes souvenirs et le fait que je ne me rappelais plus les détails de cette terrible nuit, ni des jours suivants. Laisse tout ça au passé, m'avait-elle conseillé.
comme si les souvenirs étaient des objets qu'on pouvait ranger.